Salut, donc c'est la vidéo 4 probablement, 5. J'en suis à la 4e semaine, ça va faire un mois que j'ai commencé la formation Open Classroom. Et donc, comme chaque semaine, je vais faire un petit bilan de mon avancement, comment ça se passe et voilà, qui peut peut-être t'aider si tu veux toi aussi te lancer dans cette formation ou si tu es en train de la suivre ou en train de suivre une autre formation Open Classroom ou même bien si tu juste apprends à coder par toi-même. Alors, je vais parler de plusieurs choses. Déjà, je vais montrer mon avancement de la semaine, donc mon petit dashboard qui maintenant que tu peux utiliser aussi, qui est en lien dans la description. Il y a une version que je mettrai peut-être à jour parce que j'ai trouvé un petit bug. Bref. Donc, depuis le début, j'ai fait 89 heures, donc je compte précisément mes heures. Mon objectif, c'est de faire 30 heures par semaine. Je me rends compte qu'en fait, je pense que je suis une feignasse, hein. Je pense que je travaille efficacement. Quand j'apprends, je suis efficace et je déteste glander. Je déteste être dans une phase un peu molle où il faut que je me pousse pour y arriver. Donc, j'ai tendance à faire bah, voilà, 4 heures par jour, intense d'apprentissage du code. Pour moi, ça semble être une limite que je peux pousser. Mais si je veux tenir longtemps, j'ai l'impression que ouais, c'est difficile de faire plus. Ça veut dire que le reste du temps, j'arrive à faire plein d'autres choses, mais vraiment me concentrer sur les cours Open Classroom et coder, soit parce que le projet est difficile, comme le projet 2 ou le projet 4, soit parce que le projet est super chiant, comme le projet 3, j'ai du mal à faire plus. Mais la semaine dernière, enfin, semaine dernière et cette semaine, j'étais pas très motivé. Ça se voit pas beaucoup. Au final, j'ai réussi à mettre des heures. Mais vraiment le projet 3, voilà, c'est pas la folie. Enfin, je comprends vraiment l'intérêt. Je réutilise d'ailleurs déjà des concepts que j'ai appris dans le projet 3 pour le projet 4, pour la gestion de projet, mais j'ai trouvé un peu chiant, un peu répétitif. Donc là, on voit en fait le temps que j'ai passé chaque jour par projet. Donc voilà, là en gros, 0,25, c'est 6 heures, puisque c'est un quart de jour. Coda a pas de. Enfin, on ne peut pas modifier les échelles, donc c'est un peu chiant. Et on peut voir comme ça combien de temps je passe par projet en fonction des moments. Donc on voit que ça y a un peu un continu en fait, hein. Je travaille sur un projet et il n'est pas fini tout de suite après parce que j'ai du feedback qui vient de Discord, de mon tuteur, et donc je corrige des choses jusqu'au jour de la soutenance. Voilà, puis on prend le projet 2, voilà, la soutenance était là. C'est le dernier moment où j'ai travaillé sur ce projet. Lundi, je passe la soutenance du projet 3. Et donc, voilà, je vais pouvoir montrer. Ça, c'est mes heures chaque semaine. Donc, j'essaie d'en faire 20 et ça compte cette vidéo. Donc, le temps passé à faire cette vidéo fait partie pour moi de mon temps de formation, puisqu'en fait, je m'impose de faire une vidéo par semaine, parce que ça m'oblige juste, ça me motive en fait, et ça m'oblige à documenter. Et voilà. Et donc, si je pars complètement en couille, je saurais qu'il y a, mais j'ai quand même une audience énorme. Au moment où je fais cette vidéo, j'ai 14 abonnés. Donc, les 3 personnes qui regardent mes vidéos pourront constater de même que je ne fais plus mon travail. Donc, voilà. Voilà, on peut comparer les timelines. Donc, ça, c'est les expected timelines. Donc, c'est en accord avec ce qu'ils disent sur le site, sur Open Classroom. Donc, si on fait 800 heures comme ils recommandent, si on passe le temps qu'il faut pour chaque projet, donc j'ai compté comme ça. Donc là, un créneau, c'est une semaine. J'ai un bug qu'il faudra que je corrige, mais normalement, voilà, je devrais être, si je suivais vraiment le truc, je devrais être juste au début du projet 3. Et là, si tout se passe bien, lundi, je le valide. En tout cas, je suis plutôt sur la fin du projet 3. Et j'ai déjà commencé le projet 4. Donc, ils mettent 60 heures pour le projet 4. Là, je ne suis pas très confiant sur le fait de réussir à le faire en 60 heures. Il est quand même dur. Autant le projet 2, j'ai pu le faire en moins. Et c'est justement ce qu'on va voir tout de suite. Le temps que je passe par projet par rapport à ce qui est recommandé par Open Classroom. Encore une fois, si vous n'avez pas regardé les vidéos d'avant, je codais déjà en Python, j'ai appris un peu Ruby avant, j'ai fait du JavaScript. Donc, je ne suis pas très bon, mais disons que j'avais des bonnes bases. J'avais des bonnes bases qui me permettaient de faire déjà pas mal de choses en programmation. Mon niveau s'arrêtait, on va dire, aux frameworks. Pour Python, je n'ai jamais fait vraiment de Django ou de choses comme ça. Donc, ça s'arrêtait là, mais j'avais déjà des connaissances. Donc prenez ça en compte, hein. Ce n'est pas que Open Classroom
euh, c'est facile. C'est plutôt l'inverse, en fait. C'est plutôt que quelqu'un qui s'est déjà codé, quand il fait les projets Open Classroom. Open Classroom nous dit, par exemple, projet 2, 50 heures. Quelqu'un, donc moi, tous les concepts du projet 2, enfin 90%, je les connaissais. C'était pas nouveau, j'apprenais rien en fait de vraiment spécifique. Il m'a fallu voilà, donc les 2 tiers du temps pour finir le projet. Le projet 3, franchement, je suis allé aussi vite que possible parce qu'il y a des choses prises de tête et j'ai décidé juste de ne pas me prendre la tête avec des détails. Au final, je me rends compte que je pense que j'ai quand même trop fignolé et je pense que c'est un des trucs à garder en tête si vous faites Open Classroom et que vous voulez aller vite. Je vois que ce n'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y a des gens qui s'en foutent un peu, qui sont financés ou qui ont du temps et qui veulent aller lentement. Moi, je paye tous les mois. Et le temps que je passe sur Open Classroom, c'est du temps que je ne peux pas passer à travailler comme freelance quand même. Je travaille plutôt dans les cours de langue. Je donne des cours de français sur Internet. Donc j'ai un manque à gagner en fait à travailler sur Open Classroom. Donc j'ai un intérêt très personnel à aller le plus vite possible. À partir du moment où un projet est validé, pour moi, je fais confiance aux critères d'Open Classroom. Je ne peux pas bâcler un projet et le valider. Parce que ça voudrait dire, je peux faire un produit minimum viable pour valider le projet. Ça m'intéresse. Mais je ne peux pas faire un truc bâclé et qui fait qu'à la fin, j'ai un diplôme, mais en fait, j'ai rien appris. Je pense que ce n'est pas possible. Si tu as le diplôme et que tu as validé tes projets, c'est que tu as vraiment compris et appris les choses. Parce que c'est bien détaillé, c'est exigeant. Voilà, donc le projet 3, je suis allé assez vite. Et le projet 4, voilà, donc je commence. Et je pense que pour le projet 4, je vais le faire soit en 60 heures, comme ils le disent. Mais là, j'ai quand même passé voilà, presque 14 heures dessus. Et, je peux peut-être montrer mon écran. Il est où? Il est où le projet 4? J'ai rien, quoi. J'ai la structure du cours, j'ai 1 ou 2 classes pour le truc, mais là, je suis en train de galérer sur un problème, voilà, le genre de truc quand on fait de la programmation. Le projet dure 60 heures, mais tu peux passer 20 heures sur un truc débile. Moi, c'est un autre truc qui me prend la tête, et comme tous les trucs de code qui me prennent la tête, et en fait, j'adore ça, je dois avouer. J'en rêve la nuit, je fais des rêves du truc la nuit. C'est genre, je je veux absolument le faire avec ma structure où j'hérite de la classe de la base de données. Je ne vais pas en parler ici, ça va prendre trop longtemps. Mais c'est ma grande question du moment. J'arrive pas à arrêter d'y penser. Et parce qu'il me manque des bases, il y a un truc que je comprends pas, il y a un détail que je comprends pas. Et voilà, je suis un peu comme un con à pas avancer. Voilà, donc là, mon petit dashboard. Donc vous voyez mon avancement. J'ai mes petits objectifs aussi jusqu'au 1er octobre. En août, je vais moins coder parce que je vais passer plus de temps à bouger, à voir de la famille. Et je sais que 20 heures par semaine, mon objectif que je me suis fixé, au final, j'ai l'impression de passer tout mon temps là-dessus. C'est vraiment bizarre parce que vraiment, je compte à la minute près. Donc si je m'arrête pour boire un café, j'arrête tout. Et au final, voilà, je suis un peu à ma limite en fait. Voilà, je suis un peu une feignasse. Je sais pas, j'ai jamais fait de travail employé en fait. J'ai jamais bossé dans une entreprise où tu viens au travail et tu travailles et tu travailles pas sur ton lieu de travail. Pour moi, quand je travaille à fond, et quand je travaille pas, quand je commence à baisser au niveau énergie, je me pousse plus pour avancer parce que je sais que c'est plus intéressant en fait, qu'il vaut mieux que je m'arrête, que je fasse autre chose. Donc voilà, donc je fais du 20 heures par semaine en ce moment. Je pense que je peux pousser facilement à plus, mais humainement, enfin voilà, je comprends pas les gens qui disent qu'ils font 15 heures par jour pour coder. Enfin, je peux le faire, mais je vois que je vais quand même galérer pas mal. Il y a aussi une différence, c'est que je pense que sur certains projets, je pourrais passer beaucoup plus de temps si, à partir du moment où je rentre dans le flow, et c'est-à-dire que j'ai cet équilibre entre la difficulté, le challenge du projet et ma compétence. Et pour l'instant, soit pour le projet 3, la difficulté, en fait, d'une certaine façon, n'était pas assez élevée parce que je n'avais pas besoin vraiment de réfléchir, mais c'était hyper répétitif. Je peux vous montrer le projet 3, à quoi il ressemble au final. J'ai fait mes User Stories Acceptance Criteria et c'est des trucs hyper répétitifs dans la formulation, en fait. J'ai vraiment fait la formulation canonique et tout ça. Et j'aimerais en parler aussi de pourquoi je l'ai fait en anglais, qui est un sujet très intéressant de l'anglais dans le code. D'ailleurs, je crois qu'il y a un YouTuber qui a fait une vidéo tout en anglais, un YouTuber français, Benjamin Code, je crois, et la réception n'a pas été super. Mais voilà, j'ai tout écrit en anglais parce que c'est plus simple pour moi. Pas que je sois hyper bilingue, mais c'est juste que voilà, quand on me parle de user stories et qu'après on me dit des critères d'acceptation ou d'acceptance,
et qu'après on appelle ça des use cases, et qu'on appelle ça des use case scénarios, mais qu'une feature, on peut aussi appeler ça une fonctionnalité. Moi, je veux juste du vocabulaire qui soit cohérent dans une langue ou dans l'autre. Soit je mets tout en français, dans quel cas ça ressemble à rien parce qu'on va parler de conception au lieu de design, des trucs comme ça. Soit je mets tout en anglais et c'est plus simple dans ma tête. Je n'ai pas à réfléchir à quel mot je mets en français, quel mot je mets en anglais. Je suis plus consistent dans l'écriture de mon projet. Je m'égare. Je parlais donc de l'anglais, mais avant ça, je parlais du projet 3 qui était répétitif et de la difficulté. Et du flow. Donc, je pense que je peux faire 40 heures par semaine, par exemple, ou peut-être, je ne sais pas, 50 ou un truc comme ça, si j'ai ce bon équilibre entre la difficulté et la vitesse. Je vais peut-être le trouver à un moment dans le projet 4, mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas. OK. Alors, donc mon projet 3 est terminé. Je l'ai fait de cette façon-là. C'est un projet, voilà, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, que je trouve assez absurde. On se retrouve à préparer un truc tout seul. On se retrouve avec un Kanban qui est avec une seule colonne et qui est une liste de tâches énorme. Moi, je l'ai vraiment fait d'une façon que je pensais cohérente. Mais bon, c'est un truc bizarre. Voilà, je ne sais pas ce qui va se passer à l'examination. Je ne sais pas ce que l'examinateur va dire. Moi, j'ai fait de mon mieux et je pense que je vais pouvoir défendre mes décisions. Mais voilà, c'est un projet assez bizarre. Et j'ai travaillé donc sur le projet 4. Et donc, voilà, c'est un projet intéressant. Donc, j'ai mes petits conseils pour aller vite. Si vous voulez aller vite dans Open Classroom, déjà, la première chose, c'est de ne pas commencer à payer si vous ne savez pas coder en Python. Faites des tutoriels, peu importe où vous les trouvez, sur les bases de Python, jusqu'à, en gros, au moment où il vous parle de... voilà, prenez les bases de Python, les trucs, les boucles, les if-else, les data types, ce que c'est qu'un dictionnaire, un truc comme ça. Faites tous les petits tutoriels et tout ça à la con qui ont l'impression de servir à rien parce qu'on manipule des données qui ne sont pas très concrètes. Faites ça bien jusqu'à comprendre un peu juste ce que c'est qu'une classe et un objet. Jusqu'à ce niveau-là, généralement, c'est assez hiérarchisé de la même façon. Avant de commencer Open Classroom, en tout cas, enfin voilà pour ce curriculum-là. Parce que dès le projet 2, en fait, c'est la galère. Hein. C'est un truc vraiment pas facile à faire. Donc, ça vous évite de perdre de l'argent, en fait, à passer 6 mois sur le projet 1 ou 2. Enfin, le projet 1, il sert à rien. Enfin, le projet 1, c'est pas un projet qui demande de coder, donc c'est pour ça que je parle. Hop, j'espère que je suis pas en train de montrer des trucs top confidentiels. Je vous montre juste le projet 2. De toute façon, je crois que tous ces trucs-là sont visibles, mais c'est juste pour illustrer mon propos. De toute façon, je pense que quelqu'un qui veut tricher sur Open Classroom, il peut le faire très facilement. Il suffit de trouver le GitHub d'un mec qui a fini tout et puis de tout copier. Je pense que c'est très facile. N'allez pas voir mon GitHub, ça serait trop tentant. Mais enfin, de toute façon, ça vous regarde. Mais je pense que ouais, tricher à ce niveau-là, c'est même pas très intéressant. Donc, le projet 2 est un projet difficile, c'est ça que je veux dire. Donc, c'est mes petits conseils. Et après, pour aller vite, le conseil que je vais vous donner, c'est en fait de regarder dans un projet, d'essayer d'imaginer ce qui est vraiment important. Donc, généralement, ils vous les montrent. Ils vous disent très clairement des choses à montrer. Et on va trouver plusieurs choses. En fait, dans le texte, dans la description, vous allez trouver quelques éléments où vous allez voir, en fait, c'est vraiment genre, c'est des critères d'évaluation qui sont importants. Et en fait, ils ne sont pas très compliqués. Ils sont généralement explicites. Et à partir du moment où vous avez bien compris ce qui est important dans le projet, il faut vraiment se concentrer à fond là-dessus. Par exemple, sur le projet 4, ce qui est important, c'est la structure modèle view controller. Et ça, c'est le truc qu'il faut bien structurer, bien montrer. C'est le site Open Classroom est lent. Et à chaque fois que je reviens en arrière, je tombe sur mes sessions. Je n'arrive pas à naviguer ce site. Je n'arrive pas à naviguer le site Open Classroom. Je passe mon temps à cliquer à droite, à gauche. Je ne le trouve pas intuitif et je le trouve lent. Il met du temps à charger. Bref, c'est pas comme s'ils étaient censés être bons en programmation. Enfin, je ne sais pas pourquoi c'est lent, en fait. Donc,
dans le projet 4, par exemple, ça me paraît un peu plus évident. Donc voilà, ils nous mettent en gros, voilà, il faut vraiment montrer qu'on a compris le concept des classes, des modèles, de la structure du code, hem et ils nous donnent en fait, voilà les critères d'acceptation très précis, heu, pour, heu pour, pour le projet. Mes vidéos sont un peu longues, je parle un peu et j'ai pas envie de faire du montage, donc je suis désolé si c'est un peu ennuyant niveau rythme. Il y a un dernier truc, dont je voudrais parler avant de terminer cette vidéo, c'est le freelancing en fait, dans le monde, du développement. En fait, j'ai vu pas mal de vidéos donc pour les développeurs, juniors qui parlent de freelancing, enfin qui pour les développeurs qui parlent de freelancing et j'ai été assez surpris en fait, à quel point en fait, je dirais en France, en fait, dans la culture, française, francophone, je sais pas, je peux passer de personnes, francophones, différents pays qui parlent de ça. En fait, c'est assez normé sur certaines choses, le freelancing et il y a vraiment cette idée que si tu veux être freelance, déjà tu factures la journée. Parce qu'il y a un truc en fait, tu regardes des vidéos sur le freelance, ils parlent plutôt de tarifs, de combien tu fais payer à l'heure, plutôt qu'à la journée. Et aussi, le freelance est toujours décrit comme quelqu'un qui est un expert, en fait. Si tu veux être un freelance, Python et que tu veux travailler en Python comme développeur freelance, tu dois être, en fait, expert parce que des entreprises, donc tes clients vont être pardon, des entreprises qui vont t'embaucher parce qu'ils ont besoin d'un développeur Python et que, soit leurs devs Python, ne font pas assez bien le boulot, il leur faut un expert de classe internationale ou alors, ils n'ont pas de développeur Python, ils ont besoin d'un développeur Python pour un truc. Et donc, dans cette façon de penser-là, donc que je comprends, c'est logique donc de devoir être très bon dans quelque chose, par exemple, développeur Python, être excellent, être meilleur que, voilà, 90 des devs Python pour être un freelance et pour ensuite facturer à la journée, donc des tarifs qui, apparemment, paraissent élevés, pour beaucoup de gens, voilà, genre du, 300 à 500 € par jour. Hem, mais en fait, il y a une autre façon de travailler comme freelance. En fait, c'est beaucoup plus simple que ça, parce qu'en fait, j'ai déjà travaillé en freelance comme développeur Python, genre il y a 1 an et mes compétences en Python, elles étaient vraiment mauvaises. Mais le truc, c'est que soit on met tout le paquet niveau compétences, soit, en fait, on sait par exemple, imaginez, vous êtes bon en Excel, vous avez un pote qui a une entreprise et vous voyez qu'il ne sait pas utiliser Excel, il fait tout à la main comme un gros dégueulasse et vous dites: «Mais attends, mais moi je peux te refaire ton tableau Excel avec deux trois fonctions, ton truc il va carburer, ça va te sauver, genre t'économiser 5 heures par semaine», par exemple. Bah, le mec, s'il est entrepreneur qui passe 5 heures par semaine et que ça lui coûte de l'argent, il va vous payer, pour, que vous fassiez ça. Et ben, c'est de la même façon, on peut faire ça en Python. Si vous savez connecter 3 API ensemble et sauvegarder des données et récupérer des données de quelque part et faire un petit script qui permet juste d'automatiser deux trois tâches, même en Python, même si votre truc n'est pas, bien fait dans les règles de l'art et que vous aurez pu, mieux faire votre code, mais qui marche, et que vous dites à un entrepreneur qui vous fait confiance, donc qui va pas vous enfin qui vous fait confiance soit parce que, vous avez un portfolio, vous avez déjà montré que vous savez faire des choses, soit qui vous fait confiance parce qu'il vous dit: «Bah, fais-le, je te paye après» ou «Je te paye en 2 fois» ou «Je te paye pas à l'heure» ou alors «On fait un test» ou alors, «Je te connais, tu es un pote, donc on va voir». Bah, vous pouvez en fait régler parce que c'est ça le travail, du freelance, de l'entrepreneur, c'est de régler des problèmes. Donc en fait, juste avec les bases de Python, autour de vous, si vous connaissez des gens, qui peuvent avoir un problème résolu par du code en Python et qui sont prêts à payer, bah, voilà, vous pouvez travailler en freelance. Je dis ça parce que, enfin voilà, pour moi, c'est un truc, enfin ça m'arrive, voilà, il suffit que je parle avec des amis entrepreneurs qui travaillent sur internet, pas nécessairement qui ont des startups, mais qui ont des sites internet ou quoi, et que je leur dise rapidement à quoi sert Python ou des trucs, ils me disent: «Ouais, ça m'intéresserait parce qu'il y a des trucs et tout ça, j'aimerais bien automatiser, j'aimerais bien faire, ça, changer ci, changer ça». Et là, on n'est pas en train de parler, voilà, je suis sur Malte et mon tarif journalier, c'est 500 € et je vais me déplacer à Paris pour, travailler dans l'entreprise,
2 jours par semaine pendant un mois, des contrats comme ça. On ne parle pas de ce type de freelance en fait, que je ne connaissais pas avant, je ne savais pas que ça se faisait. Mais juste à distance, de faire des choses comme ça. Et si vous êtes développeur front-end, il y a encore plus d'opportunités. Alors, il y a des trucs un peu chiants que personne ne veut faire, comme faire des WordPress. Mais rien que ça, en fait, vous savez installer WordPress, vous regardez autour de vous, vous allez avoir des gens qui veulent des WordPress, et voilà, vous facturez 200 € pour un WordPress, ça vous prend la journée, et c'est réglé. Voilà, c'était mes petits mots sur le freelancing. Et voilà, donc je pense que à partir du moment où on peut régler un problème que quelqu'un a avec une compétence que nous, on a, eh ben, on peut faire du freelance. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et n'hésite pas dans les commentaires à dire ce que tu en penses et des sujets desquels tu veux que je parle, parce que sinon je vais faire ça pendant 1 an et chaque semaine je vais juste te parler de ma vitesse d'apprentissage. Voilà, à la semaine prochaine. Il faut que je trouve le bouton pour quitter.